Brett Ryan est un homme charmant. Il a 26 ans. Il vit à Toronto, au Canada. Nous sommes en 2007. Tout le monde le connaît. C'est un homme extrêmement amical. Il est gentil. Il est toujours souriant. Et pendant son temps libre, il se rend aux hôpitaux pour enfants. Il lit des histoires aux petits malades. Ou alors il arbitre des matchs de baseball de la petite ligue au centre communautaire. Bref, un citoyen modèle. Mais derrière son apparence parfaitement normale, en coulisses, les choses sont bien différentes. Si vous aimez les histoires sombres, mystérieuses, criminelles ou tout simplement fantastiques, eh ben vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une vidéo en ligne tous les samedis. Si vous aimez, souvenez-vous de mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Et puis abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bienvenue à Récits de l'ombre. Ben oui, en fin de compte, derrière ces apparences parfaites, Brett est en grande difficulté. Il est obligé de retourner vivre chez ses parents après avoir abandonné ses études universitaires. Il a accumulé plus de 60 000 $ de dettes, ce qui déjà à l'époque représente un bon morceau. Alors que ses amis terminent leurs études, commencent leur carrière en médecine, finance, etc., Brett, lui, ne peut pas obtenir vraiment d'emploi, seulement un emploi à temps partiel en tant que peintre en bâtiment. Et à l'intérieur de lui, Brett bouillonne vraiment. Il sait qu'il a un potentiel énorme, il sait qu'il est bon, il est intelligent, il est fort, mais il ne peut pas exploiter ce potentiel. Il voit cette dette massive, qui est importante, c'est un fait, mais peut-être pas massive, comme un mur totalement infranchissable entre lui et la vie dont il rêve. Alors plutôt que de se tuer à la tâche pour rembourser cette dette, il mijote un plan pour faire fortune rapidement. Et, surprise, surprise, ce plan fonctionne étonnamment bien. Le 20 octobre de cette année-là, Brett entre dans une banque près de chez lui avec des bandages partout autour de sa tête, de son visage. Il a son bras gauche en écharpe. Il s'approche de l'un des guichetiers et puis il lui remet une note dans le plus pur type de vaudeville de film américain. Et sur cette note, il y a écrit « J'ai une arme sous cette écharpe, donne-moi 2000 $. Alors la caissière est terrorisée, elle s'exécute rapidement et elle lui donne un peu plus de 1000 $, ce qui est tout l'argent qu'elle a en caisse à ce moment-là. Et Brett prend l'argent, il se retourne et il sort calmement de la banque, il monte dans sa voiture, rentre chez lui et il est totalement exalté. Alors il s'attend à ce que la police se présente à sa porte d'ici quelques minutes, voire quelques heures, mais cela n'arrive pas. Et en fin de compte, après ce succès, Brett devient totalement accro au braquage. Pendant les 8 mois qui suivent, il s'attaque à une douzaine d'autres banques dans la région et il empoche près de 30 000 $. Alors, sa confiance en lui dans ce genre de situation, ça monte totalement en flèche. Il se sent totalement intouchable et donc il commence à porter des déguisements totalement ridicules, une barbe énorme et de toute évidence fausse. Et grâce à cette barbe ou à cause de cette barbe, les médias le surnomment le bandit à la fausse barbe. Et la raison pour laquelle Brett ne se fait pas prendre, elle est relativement simple. Le fait est que la police recueille des empreintes digitales sur les scènes de crime, bien entendu, peut-être même aussi de l'ADN, je ne sais pas, mais du fait où Brett n'a pas de casier judiciaire, ses empreintes ne sont pas enregistrées, son ADN non plus, donc la police doit tout simplement attendre et espérer l'attraper en flag, et il n'y a rien d'autre à faire en fin de compte. Et à l'été 2008, c'est exactement ce qui se produit. Ils mettent la main sur le bandit à la fausse barbe. Lors du procès de Brett,
Des dizaines de ses amis écrivent des lettres de soutien au juge. Ils expliquent comment Brett est un type formidable, que, en fin de compte, là, ce qu'on vient de voir, c'est un produit du désespoir, c'est une rupture totale avec son caractère normal. Il n'est pas comme ça d'habitude. Il y a des organisations pour lesquelles il a fait du bénévolat qui font de même, qui écrivent des lettres au juge, qui indiquent comment Brett contribue de manière si positive et si significative à la communauté. Et lorsque Brett parle lors de son procès, il est incroyablement repentant. Il déclare qu'il a laissé sa dette devenir totalement incontrôlable et il l'a pas bien géré. Il l'avoue, il n'a pas bien géré et il a passé un cap. Donc le juge prend tout ça en compte, les lettres de soutien, le fait que Brett n'ait jamais été condamné auparavant, son apparence au tribunal, toutes ces lettres et tout ça. Il décide donc en effet que c'est une rupture de caractère, que Brett en fait est un jeune homme très prometteur qui ne mérite bien entendu pas la peine la plus sévère, c'est pas un criminel endurci. Donc Brett est condamné à une peine d'un peu moins de 4 ans, ce qui, compte rendu des crimes qu'il a commis quand même, plusieurs hold-up à main armée, c'est quand même une décision très clémente. Brett va donc en prison, mais 2 ans plus tard, excusez-moi, en 2010, il obtient une libération conditionnelle et il est autorisé à retourner vivre chez ses parents. Et ses parents voient qu'il est un homme changé, il est prêt pour un nouveau départ. Mais Brett découvre que la vie en dehors de la prison est beaucoup plus difficile maintenant qu'il est un ex-détenu. Alors, je ne sais pas en France, mais au Canada et aux États-Unis, les employeurs demandent ou recherchent si le casier judiciaire des personnes qui cherchent un emploi. Et si vous avez quelque chose sur votre casier judiciaire, dépendamment de ce que c'est, ça peut vous compliquer la vie. Et le fait d'avoir des hold-up à main armée, enfin des hold-up de banque sur votre casier judiciaire, c'est pas la meilleure méthode pour obtenir un emploi par la suite. Ce qui fait que Brett n'a pas de revenus. Et sans revenus, il ne peut pas rembourser ses dettes, les dettes qu'il a. Il doit donc se déclarer faillite. La vie à la maison, elle est difficile. La famille de Brett est embarrassée par ce qu'il a fait. Et quand Brett rentre à la maison, de toute évidence, les voisins ont des commérages sur leur famille. Tout le monde en parle, personne ne leur fait confiance. Ouais, c'est eux qui ont un fils qui a fait tous ces hold-up. Donc la famille se voit obligée de déménager dans un autre quartier de Toronto, qui est heureusement une grande ville, pour échapper à tout ça. Une fois installé dans ce nouveau quartier, Brett met vraiment les bouchées doubles et il dit, vous savez, maintenant je vais mettre de l'ordre dans ma vie et je vais le faire tout seul. Alors il postule à des dizaines et des dizaines d'emplois un peu partout et finalement il trouve un travail mal payé d'ailleurs dans le commerce de détail. Alors c'est pas génial, mais c'est un début. C'est peut-être quelque chose qui va lui donner des bonnes références et qui va lui permettre d'avancer plus tard. Donc il commence à travailler d'innombrables heures dans ce travail très mal payé. Et ses parents remarquent à quel point il travaille dur pour essayer de se reprendre en main. Et donc, ils veulent l'aider financièrement pour qu'il puisse se réinscrire à l'université et terminer son diplôme de biophysique. Donc, Brett commence à l'université ou recommence à l'université. Et lorsqu'il est donc à l'université, il rencontre une femme qui s'appelle Christine, qui a un emploi à temps plein et qui vit dans une belle maison. Et dans l'ensemble, elle a la vie qu'elle souhaite avoir. Elle est très heureuse. Et les deux tombent rapidement amoureux. Brett lui parle de son passé, lui avoue ce qu'il a fait et il lui dit qu'il a été criminel et pourquoi, que c'était lui le bandit à la fausse barbe. Et elle l'accepte, elle ne le juge pas. Elle lui dit « Je t'aime toujours, je veux toujours être avec toi, c'est pas un souci, c'est pas un problème ». Donc 2 ans plus tard, Brett quitte la maison de ses parents pour s'installer dans la maison de Christine et pour une fois dans sa vie, il a l'impression que tout va dans la bonne direction. Puis, 1 an plus tard, le père de Brett décède soudainement et Brett doit se rendre régulièrement chez sa mère pour essayer de l'aider de différentes choses. Sa mère est très reconnaissante du temps qu'il passe avec elle et elle commence à le payer pour le travail qu'il fait à la maison. Et vu que Brett est un étudiant universitaire relativement fauché,
et que sa mère le paye pour l'aider, eh ben, ça rapproche, entre guillemets, Brett de sa mère. Un an plus tard, en 2015, Brett demande Christine en mariage et elle dit oui. Alléluia. Mais en même temps, l'école devient écrasante pour Brett. Enfin, écrasante. Elle n'est pas plus écrasante que pour les autres. L'université, comme toutes les études, plus on avance dans les études et plus ça devient compliqué. C'est comme ça. Et pour lui, ça devient trop compliqué. Et il abandonne. Il décroche totalement. Mais il est trop embarrassé pour le dire à sa fiancée ou à sa famille parce que tout le monde pense qu'il est sur la bonne voie, qu'il étudie, et puis il n'ose pas expliquer pourquoi il a abandonné. Donc, il prétend qu'il est toujours à l'école. Puis, au printemps 2016, alors que Brett aurait dû obtenir son diplôme, il a un grand coup de chance parce qu'une grande entreprise technologique de Toronto lui offre un emploi. En fin de compte, Brett n'aurait jamais dû obtenir cet emploi. Il n'est pas qualifié, il n'a pas son examen, il n'a rien obtenu. Maintenant qu'il a obtenu cet emploi, il peut dire à sa fiancée, à sa famille, qu'il vient d'obtenir son diplôme universitaire et c'est grâce à lui qu'il a obtenu cet emploi. Alors sa famille, sa fiancée sont un petit peu confus parce qu'ils n'ont pas été invités à la cérémonie de remise des diplômes ni rien, mais bon, ils sont très excités pour lui, ils trouvent que c'est super, ils le prennent, ils le sortent, ils vont au restaurant et ils font la célébration. Et une semaine après que Brett ait accepté cet emploi, l'entreprise technologique retire son offre parce qu'elle découvre que Brett, en fait, est le bandit à la fausse barbe, ou était le bandit à la fausse barbe. Donc lui, il panique parce que ce travail, c'était justement le chef d'œuvre de son réseau de mensonges. Ça faisait que tout pouvait marcher et ça lui permettait de prétendre qu'il avait son diplôme et que tout allait très bien. Et donc tout d'un coup, tout s'écroule. Alors il ne peut pas vraiment dire à sa famille et à sa fiancée qu'il n'a pas obtenu cet emploi. Donc il se décide à continuer à mentir et à faire semblant d'aller à ce travail tous les jours. Pendant ce temps, la mère de Brett commence, elle, à se vanter auprès de tous ses nouveaux voisins au sujet de son fils, Brett, qui a retracé sa vie, qui a son diplôme universitaire, qui a ce super emploi, qui a une belle fiancée, ils ont cette merveilleuse maison, tout va très bien pour Brett. Alors, au début, Brett peut facilement repousser la culpabilité de son inconscient et puis vivre ce mensonge relativement ridicule. Mais à l'approche du jour de son mariage, le poids de ses mensonges, la culpabilité deviennent beaucoup plus pressants, beaucoup plus écrasants. Et puis d'un point de vue pratique, il commence à s'inquiéter un petit peu de la façon dont il va expliquer à sa nouvelle épouse pourquoi il gagne rien alors qu'il a un travail à temps plein. Donc il se décide à aller voir sa mère, à lui dire la vérité sur l'abandon de ses études, et puis il lui dit qu'il n'a jamais eu cet emploi. Et puis il lui dit, mais tu peux garder un secret. Est-ce que tu peux garder ça secret, s'il te plaît, maman? Et est-ce que tu peux me donner beaucoup d'argent pour que je puisse continuer à vivre sur ce mensonge? euh, alors, même si on aime son fils, il y a quand même certaines limites. Et donc elle lui dit, bah non, non, écoute, je ne peux pas faire ça. En fait, moi, je trouve que tu devrais dire à ta fiancée que tu as menti. Ou alors, moi, je le ferai parce qu'elle te pardonnera et puis vous pourrez avancer comme ça ensemble dans votre vie. Mais tu ne peux pas vivre ta vie sur un mensonge, c'est pas possible. Et ça, c'est le pire scénario dans la tête de Brett. Et il n'est pas préparé à ça. Il s'imaginait vraiment que sa mère allait lui dire, oui, oui, ok, pas de problème, on va continuer cette mascarade, moi je vais te payer, et puis toi tu pourras te la péter et faire comme si tu gagnais de l'argent. Et donc, du fait où elle n'accepte pas, lui, il ne sait pas vraiment quoi faire. Il se dit que il fait la catastrophisation, comme ça s'appelle en psychologie cognitive, et il se dit que si elle découvre la vérité, Kristen, si elle découvre la vérité, elle va le quitter, toute sa vie va être en ruine, ça va ruiner sa vie parfaite, et le fait que cette vie parfaite n'existe que dans sa tête, en fin de compte, ou que dans son esprit, c'est un détail, bien entendu. Donc, il décide qu'il ne va rien dire à Kristen parce qu'il ne veut pas casser cette vie parfaite, et à la place de ça, eh ben, il se dit, je vais tuer ma mère. Solution relativement évidente, disons, logique. Alors, comme il est un ex-détenu, d'après les lois canadiennes, d'ailleurs comme tout dans les lois américaines, il ne peut pas acheter d'armes à feu. Par contre, il peut acheter une arbalète.
Alors il commande son arbalète, il regarde des vidéos YouTube sur la façon de l'utiliser, hein, merci YouTube. Et puis, lors d'une de ses visites à la maison de sa mère pour l'aider, il cache l'arbalète et quelques flèches sur une étagère dans le garage. Et puis, de retour chez lui, il commence à faire plein d'inventions. Il crée vraiment des mécanismes super bizarres à partir de ventilateurs, de poulies, de manches à balai, enfin bref, des trucs et des bidules qui, une fois activés, vont circuler dans la pièce, taper sur son clavier ordinateur, manipuler son téléphone, parce que son objectif est tout simplement de se fabriquer un alibi infaillible pendant qu'il va commettre son meurtre. Ces appareils vont s'allumer, vont s'éteindre automatiquement, et ils vont créer, d'après lui, l'illusion qu'il n'a jamais quitté son domicile. Le 25 août 2017, tous ces préparatifs sont terminés. Il se réveille tôt ce matin-là et se prépare pour son travail, entre guillemets. Et Kirsten, je veux absolument l'appeler Kirsten parce que c'est un prénom danois, mais elle s'appelle Kristen, avec K, K-R-I-S-T-E-N, Kristen. Donc, en même temps, Kristen, elle se prépare pour son vrai travail. Lui, il se prépare pour son faux travail. À 7h30, ils montent dans leur voiture tous les deux et puis ils partent pour la journée. Mais Brett ralentit au bout de la rue, il attend que Kristen disparaisse au coin de la rue, et puis il fait demi-tour, retourne dans la maison, monte dans sa chambre et allume tous ses appareils et ses dispositifs pour son alibi. Il s'assure que tout fonctionne comme cela doit fonctionner, et puis, une fois qu'il est rassuré, il saute dans sa voiture et il se rend chez sa mère. Il arrive chez sa mère aux alentours de 10h, il entre et sa mère est assise dans la cuisine et donc il lui parle et il lui demande de changer d'avis et de ne pas dire la vérité à Kristen. Mais sa mère est totalement inflexible, elle a le malheur d'être honnête et elle lui dit « Mais non, écoute, il faut lui dire la vérité, tu ne peux pas vivre sur un mensonge, mon fils, c'est impossible, ça ne marchera pas. Et si toi, tu ne lui dis pas, moi, je vais lui dire avant ton mariage, il faut que cette fille sache ce qui se produit. Donc, la meilleure chose à faire, c'est que toi, tu le fasses toi-même. » Leur échange continue, devient de plus en plus tendu, et il devient tellement tendu que la mère appelle un des frères de Brett, qui s'appelle Chris, pour qu'il vienne chez elle parler avec Brett afin de désamorcer la situation qui est en train de devenir quelque peu violente. Brett est furieux, il sort en trompe de la cuisine et il prend la porte qui mène au garage et il se précipite pour prendre son arbalète sur l'étagère. Mais sa mère le suit. Et l'arbalète, il ne l'a pas chargée quand il l'a mise sur cette étagère. Et bon, malgré les vidéos YouTube, il n'est pas devenu expert, il n'est pas très doué pour charger l'arbalète, ça risque de lui prendre plusieurs secondes, donc ça ne va pas le faire. Il se dit, ouais, bon, ben, le temps de la descendre, de la charger, elle va voir l'arme et elle va s'enfuir avant que je puisse l'atteindre, en fin de compte. Donc, il tend la main, il ne saisit pas l'arbalète, mais il saisit des flèches. Et d'un mouvement rapide, il les tire vers le bas, les saisit un petit peu comme un couteau, et puis il fait face à sa mère, et il commence à l'attaquer vicieusement, à coups de flèche, en fin de compte. Elle tombe en arrière, une étagère tombe sur elle, et la cloue au sol, et donc à ce moment-là, Brett saisit l'opportunité, il saisit un morceau de nylon, et l'enroule autour du cou de sa mère, et il l'étrangle. Dès qu'elle est morte, Brett la sort de sous l'étagère et la traîne sur le côté du garage. Il remet l'étagère en place, comme ça, bien. Et puis, il commence à charger son arbalète parce qu'il sait que Chris, son frère aîné, que sa mère a appelé, eh ben, il va arriver d'un moment à l'autre à la maison. Il se cache donc derrière la porte, à l'intérieur du garage, et il se contente d'attendre. À un moment donné, il entend la voiture de Chris se mettre à arriver dans l'allée. Chris entre dans la maison, il appelle sa mère, il appelle Brett, pas de réponse. Finalement, Chris peut remarquer que la porte du garage est ouverte, donc il y entre. Et une fois qu'il est entré, Brett se lève silencieusement derrière lui et il tire avec son arbalète directement dans la nuque de son frère. Il le tue sur le coup. Brett prend le corps de Chris, il l'empile sur celui de sa mère et il met une bâche au-dessus d'eux.
Et au moment où il met cette bâche, il entend une autre voiture entrer dans l'allée. C'est son jeune frère, Alexandre, qui est communément appelé Alex. Alors à ce stade, Brett il sait que il est trop impliqué et il doit terminer le travail. Parce que là, si son frère le trouve avec les deux corps, ça va pas le faire. Donc, encore une fois, il saisit simplement une de ses flèches et il sort voir Alex sortir de sa voiture. Il court vers lui et il enfonce la flèche dans le cou de son frère. Et une lutte violente éclate donc dans l'allée entre Alex et Brett. Au même moment, Lee, l'autre frère de Brett qui dormait à l'intérieur, est tiré de son sommeil par le vacarme. Il se précipite à sa fenêtre et il voit cette scène terrifiante qui se déroule dehors. Donc sans hésiter, il dévale les escaliers et se rue à l'extérieur. Et ce qu'il découvre, le glace d'effroi. Alors bien entendu, entre frères, on peut se filer des avoinés, mais là, de voir un des frères avec des flèches en train d'essayer de poignarder l'autre, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc, il peut voir Alex qui est au sol, quasi immobile, tandis que Brett se tient au-dessus de lui, menaçant avec ses flèches. Et à ce moment-là, Brett repère Lee donc, dans l'encadrement de la porte, et son regard se transforme, il change. Il voit sa nouvelle cible, et tel un loup, il se jette sur sa nouvelle cible. Lee voit son frère courir vers lui, et il se retourne, et il s'enfuit dans la maison. Il est pris de peur, on le serait à moins, et il ne fait que quelques pas en avant que Brett ne lui saute dessus. Et puis ces deux sont une bataille forcenée, une bataille vicieuse, où Brett essaie de poignarder Lee avec ses flèches, et ils se battent, en fin de compte, tous les deux pour leur vie. À un moment donné, après que Lee ait subi plusieurs coupures très profondes, il parvient à repousser Brett et court dehors vers son frère Alex, qui s'est maintenant traîné jusqu'à la rue. En fait, Alex a réussi à faire signe à un voisin et à faire appeler la police par ce voisin. Quand Brett a vu que Lee l'a repoussé et qu'il s'est enfui et qu'il voit ce qui se passe dehors, il sait que c'est fini. Donc, au lieu de poursuivre son frère dehors et de continuer, il pose sa flèche, il va dans la cuisine, il ouvre le réfrigérateur, il prend une bouteille d'eau, il laisse la porte du réfrigérateur ouverte d'ailleurs, et il sort simplement sur les marches de l'entrée, il s'assoit et il boit son eau en attendant que la police arrive. Lorsque la police arrive, son frère Alex est mort avant qu'il ne puisse le sauver. La police arrête Brett et d'une manière désinvolte, il leur dit « Ouais, j'aurais dû emmener Alex à l'hôpital, j'aurais pu le sauver, mais bon, voilà. Et les autres dans le garage, ils sont morts. Coup d'arbalète à la tête. C'était moi. » Au tribunal, Brett, encore une fois, est extrêmement repentant. Il est repentant. Il plaide coupable de tout son cœur à toutes les accusations. Le juge explique à Brett qu'il apprécie vraiment le fait qu'il assume l'entière responsabilité de ses crimes odieux et que, en fin de compte, c'est vrai que lui aussi, Brett, est une victime. Il est une victime de cet énorme réseau de mensonges dont il n'a pas pu se sortir. Mais cela n'empêche pas le juge de condamner Brett à 3 peines de prison à vie consécutives, une pour chacun des meurtres qu'il a commis. Le seul membre de la famille qui a survécu, Lee, le frère qui a été attaqué en dernier et qui a réussi à courir et à échapper à Brett, explique que sa vie a été brisée et que depuis ce jour, il peut à peine sortir de la maison à cause de ce stress post-traumatique extrême qu'il vit à chaque fois qu'il sort de la maison. Voilà, c'était l'histoire pour aujourd'hui et souvenez-vous, ça ne sert à rien de mentir, c'est une très mauvaise chose. Faites bien attention avec qui vous vous mettez en couple. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle histoire. Faites bien attention à vous, à bientôt, au revoir.